Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre connexion. Afin de laisser le temps à l'ensemble des participants de nous rejoindre, nous vous proposons d'attendre une petite minute avant de débuter. Profitez-en pour prendre connaissance rapidement de ces quelques conseils. Et si vous avez un souci de connexion, n'hésitez pas à nous le dire via l'onglet chat participant qui se trouve à la droite de votre écran. Je vous dis à tout de suite pour le début de la présentation. Alors, dans le contexte actuel de télétravail pour beaucoup d'entre nous encore, nous utilisons toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui pour réaliser ce webinaire. Donc, nous espérons rester à l'abri de tout ce qui est aléa lié au format direct de la présentation. Quoi qu'il en soit, en cas de problème, un replay ainsi que le support de présentation vous seront adressés, en suivant. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Anne Kachmarek, coordinatrice prévention sécurité à DECO depuis maintenant 9 ans. Et donc, j'exerce ma profession sur les Hauts-de-France, sur tout secteur d'activité. Je suis accompagnée aujourd'hui par mon homologue Raphaël. Et donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Raphaël Royot, je travaille du coup pour ADECO en tant que préventeur également. Je suis basé sur Toulouse et j'ai pour mission moi d'assurer la coordination technique au niveau national entre les grands comptes ADECO et la direction prévention. Donc pleinement mobilisé dans le domaine de la prévention depuis maintenant 13 ans. Quoi qu'il en soit, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire dont l'objectif est de parler de la prévention des risques professionnels dans le contexte actuel du Covid-19. Nous vous souhaitons donc une bonne présentation. Cela fait maintenant 1 an que nous avons appris à vivre avec ce virus. Certes, nous sommes toujours dans l'incertitude, sous couvert d'annonces gouvernementales qui sont intempestives. Pardon. En revanche, il ne faut pas pour autant délaisser les démarches de prévention des risques qui constituent de solides socles qui contribuent à la pérennité des activités. En agissant pour la prévention de la santé de vos collaborateurs, quelle que soit l'origine du risque, vous préservez également la santé de votre entreprise. Au programme donc, aujourd'hui, environ 20 minutes de présentation autour de la prévention des risques professionnels dans le contexte Covid-19 que nous connaissons. On commencera donc par balayer l'actualité qui est liée au virus et aux connaissances que nous en avons. On continuera sur la prévention des risques sanitaires et professionnels et nous terminerons sur l'intérêt de pérenniser la démarche de prévention sécurité dans son entreprise. Pour terminer cette présentation, nous animerons un temps de questions-réponses en direct. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions soit au fur et à mesure, soit à l'issue de la présentation dans le chat participant qui se trouve sur la droite de votre écran. Nous essaierons de répondre à vos questions ou tout du moins à celles qui auront un écho le plus nombreux et sur les sujets les plus fréquemment abordés. Quoi qu'il en soit, si jamais nous n'avons pas le temps ou la possibilité de répondre à chacun ou chacune d'entre vous, sachez qu'une boîte mail de contact dédiée est mise à votre disposition. On vous la communiquera à la fin de la présentation pour pouvoir nous adresser, si vous le souhaitez, vos questions. Ce que nous savons à ce jour, malheureusement, le virus circule toujours activement. Comme vous le savez, les gestes et mesures barrières restent le meilleur rempart pour limiter la propagation du virus. Les modalités de contamination sont bien connues de tous maintenant. Transmission via les micro-gouttelettes, les aérosols ou encore le contact avec les surfaces. Néanmoins, elles peuvent évoluer, notamment avec l'arrivée récente des variants.
Nous avons appris à travailler avec le virus, à gérer les cas et à les prendre en charge. Par exemple, en interne chez Adecco, nous avons mis en place un système de roulement de nos effectifs sur le lieu de travail pour nous permettre de gérer le taux d'occupation et respecter la jauge de 4 mètres carrés par personne, ce qui garantit une distance d'au moins 1 mètre autour de chaque personne dans toutes les directions. Les techniques de dépistage sont opérationnelles via les tests PCR et les tests antigéniques. L'employeur a même maintenant la possibilité de proposer des campagnes de tests auprès de son personnel. Enfin, les campagnes de vaccination ont commencé activement. À ce jour, presque 1,9 million de personnes ont pu bénéficier de la première dose. Alors nous restons quand même, actuellement dans une phase d'incertitude liée à la circulation active des variants, comme l'a dit Anne. Nous oscillons tous entre couvre-feu à 18 h, restriction de déplacement à l'international et même fermeture des commerces. Néanmoins, effectivement, nous pouvons tous nous appuyer sur le retour d'expérience des premiers confinements en ce qui concerne l'organisation du travail. L'exemple, de la prise des repas est particulièrement d'actualité avec l'autorisation toute récente via le code du travail de se restaurer sur son poste de travail, alors qu'effectivement la prise de repas est considérée comme, sanitairement critique, aujourd'hui dans les entreprises. La majorité des activités professionnelles perdurent, y compris les centres de formation et les services de santé au travail, ce qui pour Adecco, avait été un vrai sujet d'un point de vue du suivi médical des intérimaires lors du premier confinement. On constate également avec, soulagement pour certains, le fait que les enfants sont scolarisés et que du coup les vacances scolaires ont été sanctuarisées. Il reste quand même vivement conseillé de promouvoir et d'utiliser l'application Tous Anti Covid-19 pour mieux casser les chaînes de contamination et essayer de faciliter au maximum l'information des personnes en contact et accélérer leur prise en charge. De même, aujourd'hui, la phase que nous rencontrons, qui est un palier épidémique, elle a aussi un impact sur la gestion RH de nos entreprises en lien avec les cas contacts, les personnes testées positives et les mesures d'isolement qui sont en vigueur. On s'adapte tous au quotidien et nous, par exemple, en interne chez Adecco, on continue à gérer via une plateforme dédiée à 100% toutes les questions qui sont en lien avec la Covid-19 pour nos 9000 salariés permanents et tous nos collaborateurs intérimaires. En résumé, nous vous proposons sur cette slide les principales évolutions par rapport à la dernière version du protocole sanitaire. Alors, qu'est-ce que sont ces évolutions? Donc, tout d'abord, sur le type de masque qui doit être porté. Le masque grand public de filtration supérieure à 90%, qui correspond au masque dit de catégorie 1, ou masque de type chirurgical. Ensuite, l'aération renforcée et régulière des espaces de travail et d'accueil du public le plus souvent possible. Effectivement, depuis le 14 janvier, il est fortement recommandé d'aérer au moins quelques minutes, au minimum toutes les heures. Ensuite, la distanciation entre deux personnes a été portée à 2 mètres lorsque le masque ne peut être porté. Il en est de même dans les espaces de restauration collective, comme le disait Raphaël. Le déjeuner peut donc être pris seul ou en groupe de maximum 4 personnes, qui contrairement jusqu'à aujourd'hui l'était à 6. Également, il y a un décret qui est paru en date du 22 janvier qui permet dorénavant d'adapter temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les centres de médecine du travail dans le cadre de l'état d'urgence. Donc, bien évidemment, il faudra veiller à obtenir un accord écrit de votre médecin du travail qui acte de ce report. Nous ne pouvons pas supprimer le risque Covid-19, nous pouvons seulement nous adapter dans nos pratiques quotidiennes et faire preuve de résilience. Alors, il conviendrait également de ne pas mettre non plus de côté la prévention des risques professionnels et c'est tout l'objet de ce webinaire. Euh, on connaît tous l'impact économique et organisationnel d'un accident du travail. Si on cherche des éléments chiffrés, on sait que ça va dépasser le millier d'euros, hein. Si on considère un coût direct d'accident aux alentours des 3 000 € et un coût indirect qui va le multiplier par un facteur 3 à 5, la dépense totale, va avoisiner les 10 000 € par accident en moyenne, d'un point de vue des répercussions. D'où l'intérêt de protéger ses salariés, car cela équivaut, également à protéger économiquement la viabilité de son entreprise.
Effectivement, aujourd'hui, nous constatons que le focus qui est fait sur la prévention du risque sanitaire prend du coup le pas sur la prévention des risques professionnels. La situation sanitaire nous a permis de penser collectif, de prendre soin de sa santé et de la sécurité des autres. Après tout, porter un masque n'a pas pour vocation à se protéger uniquement soi-même, mais bien à protéger les autres. De même, se déclarer auprès de ses proches comme étant positif permet de gagner du temps et d'endiguer la propagation du virus. Alors, si on regarde le verre à moitié plein, on peut y voir des aspects positifs actuellement, en constatant par exemple les résultats historiquement bas en termes de prévention routière, où on a constaté sur la période du premier confinement une diminution de la mortalité de 63 par rapport aux années précédentes. Sur l'ensemble du premier semestre de 2020, on a constaté moins de 30 de mortalité sur les routes et une diminution de 20 des blessés. Par contre, nous, ce qui nous inquiète un petit peu, ça reste le côté à moitié vide, où on va observer petit à petit la réémergence de risques qui, pour autant, étaient totalement maîtrisés avant la crise par la majorité des entreprises. Pour vous donner des exemples, le fait, par exemple, de ne pas tenir la rampe d'escalier pour éviter une contamination et qui entraîne aujourd'hui un risque de chute. L'exemple de la charge mentale de chacun aussi, qui est lié au respect du protocole sanitaire, mais qui engendre, bah, mécaniquement un manque de vigilance globale dans son environnement de travail. Tout comme, le fait qu'on ait beaucoup d'animations ritualisées sur le terrain autour du risque sanitaire, ce qui, par bloc temps, nous en donne moins pour faire de l'animation sur les risques professionnels. D'où nous constatons, nous, côté Adecco, par exemple, une répercussion sur une augmentation du nombre d'accidents du travail. Donc, comme le dit Raphaël, effectivement, le risque sanitaire n'est qu'un risque parmi les 18 familles de risques qui sont recensées par l'INRS. Comme l'a évoqué Raphaël, on a donc des risques liés aux déplacements, aux produits chimiques, à la manutention ou encore aux agents biologiques. Pour rappel, la prévention des risques est une obligation de l'employeur qui est encadrée par le Code du travail. Pour vous aider à répondre à cette obligation, une liste de 9, une liste de 9 principes de prévention a été érigée et vous guide du coup dans vos démarches et vos actions. Cette liste hiérarchise la priorisation des actions à déployer face à une situation à risque identifiée dans votre document unique d'évaluation des risques. Alors, pour essayer de vous illustrer ces principes de prévention, si on prend le premier sur le fait d'éviter les risques, on pourrait faire un parallèle aujourd'hui avec la mise en télétravail et le confinement. On a constaté que la mise en télétravail de la grande majorité des salariés, et nous en interne chez Adecco en particulier, a permis d'éviter le brassage de la population sur le lieu de travail et ainsi contribuer à ne pas impacter fortement notre entreprise, par la crise Covid. Le moment de la prise de repas, comme je vous le disais tout à l'heure, reste sanitairement très critique et de ce côté-là, le télétravail a eu un bel impact positif à nos yeux. Sur le deuxième point, qui serait celui d'évaluer les risques, forcément, qui dit évaluation du risque dit aujourd'hui document unique en entreprise. Donc effectivement, la mise à jour de ce document unique en lien avec la crise du Covid-19, nous, en interne, nous a particulièrement permis de travailler ce point-là et de s'en servir comme socle pour pouvoir construire et pérenniser notre plan de continuité d'activité. Si on prend le cinquième point qui consisterait, à tenir compte de l'évolution des techniques, hem, voyez un petit peu ce que la crise sanitaire a permis d'apporter d'un point de vue du digital aux stratégies de développement des entreprises. Les récentes études, elles montrent un bond de 6 à 7 années dans les stratégies de développement numérique et une transition numérique qui est nécessaire à la poursuite d'activités aujourd'hui. Et l'exemple dans l'exemple qui reste peut-être le plus parlant, c'est le développement du e-commerce et du click and collect pour tous les commerces de proximité. Sur le sixième point, le fait de remplacer quelque chose, par un autre produit qui sera moins toxique ou moins dangereux, on peut prendre les produits CMR, donc cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, ou effectivement, remplacer un solvant toxique par un qui ne l'est pas ou qui le sera moins, sera toujours une bonne pratique. En ce qui concerne, la planification de la prévention sur le point 7, bah, c'est vrai que pour avancer dans la bonne direction en termes de prévention, il faut absolument savoir d'où on part, d'où le fait qu'un diagnostic en termes de prévention permet de bien structurer son plan d'action annuel.
Le dernier point, pour terminer sur cette slide, qui consiste à donner des instructions appropriées aux salariés, bah, ça va toucher tout ce qui touche, aux formations. La formation du management intermédiaire, par exemple, pour, intégrer la compétence prévention à ses compétences managériales. Le fait de structurer un accueil et une formation au poste qui, par exemple, sont tout autant de choses que nous, côté Adecco, nous réalisons sur le terrain afin d'accompagner nos 900 agences et nos 31 000 clients, au quotidien. Alors, il est vrai, qu'en rendez-vous client ou, en agence Adecco, on entend souvent qu'investir dans un programme, santé sécurité au travail, eh bien, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on ne se sent pas concerné, c'est pas nécessaire, on n'a pas envie, on n'a pas le budget et on n'a pas que ça à faire. Et finalement, de petit pas en petit pas, on se retrouve aux portes de l'accident avec toutes les conséquences humaines, financières, légales que l'on connaît. Donc, si on rebrousse chemin un petit peu, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Anne, c'est d'essayer de revoir ensemble pourquoi investir en santé sécurité, c'est faire un pas dans la bonne direction. On sait bien que la prévention, ça a des bénéfices indéniables. La preuve, c'est que, bah, vous avez tout un tas de bénéfices qui sont listés sur la gauche. Mais, on va essayer de les matérialiser peut-être un petit peu autrement. Parce qu'aujourd'hui, investir en santé sécurité au travail, c'est d'abord respecter ses salariés. Et un employé qui sait que son entreprise est préoccupée par sa sécurité, sa santé et son bien-être sera moins malade, moins absent, plus productif et davantage motivé. Parce qu'investir en santé et sécurité au travail, c'est aussi mettre de l'argent de côté. À ce niveau-là, toutes les études qui sont consacrées à la rentabilité des programmes de prévention sécurité le prouvent. Pour 1 € investi, le retour moyen d'investissement, il est de 2,75 € à 4 € en moyenne. En parallèle, on constate également dans ce cadre, d'investissement des diminutions de l'absentéisme de l'ordre de 2 et une augmentation de la productivité de 9 à 10. Ça prouve une fois de plus si c'était nécessaire, que la prévention est donc un choix, économiquement intelligent. Dans un troisième temps, on peut aussi dire qu'investir en santé sécurité, c'est rester dans la légalité. Et oui, comme je vous le disais précédemment, il existe des textes légaux à respecter en matière de santé et sécurité. Respecter ces dispositions légales, c'est donc se prémunir de diverses poursuites en cas d'accident ou de problème. Qu'on le veuille ou non, nul n'est censé ignorer la loi. Parce qu'investir en santé et sécurité au travail, c'est impliquer ses salariés. On sait bien que sans l'engagement de tous, les comportements ne changent pas. Or, en communiquant pour améliorer la sécurité, on communique également sur tout un tas d'autres sujets et d'autres questions inhérentes à la vie de l'entreprise. On se rend compte également que mieux communiquer, c'est mieux travailler ensemble, que mieux travailler ensemble, c'est aussi améliorer son bien-être au travail. Donc en fait, en améliorant son bien-être au travail, on préserve aussi sa santé, ce qui veut dire que la boucle est bouclée. On peut aussi dire qu'enfin, investir en santé et sécurité, c'est améliorer sa notoriété. Et oui, aucune entreprise ne veut voir sa réputation ternie par un accident du travail dramatique. Tout comme aucun client ou salarié ne désire voir son nom associé à une entreprise dont l'image est mauvaise. Soignez donc votre image. Sur la démarche de prévention, de tels bénéfices ne sont pas envisageables que si derrière votre démarche de prévention s'inscrit dans la durée. De même, il convient qu'elle soit animée et portée à tous les niveaux de l'entreprise, direction y compris. Alors, le leitmotiv en termes de prévention reste le fait que ça ne doit pas être une thématique pour les initiés spécialistes de la prévention, mais bien une réalité pour l'ensemble des salariés. C'est partout, c'est par tous et c'est surtout pour tous. L'idée, c'est que pour pérenniser la démarche de prévention, il faut qu'elle soit embarquée dans la culture de l'entreprise et qu'elle s'appuie nécessairement sur plusieurs piliers. D'abord, évaluer les risques pour savoir de quoi et comment il faut protéger ses salariés. Ça, c'est une action de base où la mobilisation de tous les acteurs de l'entreprise permet de prendre conscience collectivement des risques auxquels sont exposés les salariés. C'est un petit peu comme si on se mettait tous, assis autour de la même table, qu'on jetait un dé en plein milieu. Peu importe la place sur laquelle, qu'on occupe autour de la table, on va chacun voir une face différente. Pour autant, in fine, il s'agit bien du même dé. Ensuite, sensibiliser et former
pour engendrer une prise de conscience par tous et une montée en compétence, sur la partie sécurité de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Contrairement à ce qu'on a tendance à constater, dans la vraie vie, il ne s'agit pas forcément de faire pour faire ou juste se donner bonne conscience. C'est pas faire émarger une feuille de présence ou une fiche d'accueil, juste pour dire que ça a été fait, mais bien de donner du sens, en fait, à chaque action, de façon à la recontextualiser dans le pourquoi on le fait et quel intérêt ça a, tout en vérifiant au fur et à mesure la compréhension et la bonne assimilation des informations dispensées. Par conséquent, il faut véritablement impliquer chaque salarié pour favoriser une approche collégiale, comme le disait Raphaël, autour de la recherche d'amélioration des conditions de travail. La prévention, comme vous le savez, révèle souvent du bon sens et on sait qu'un salarié exposé à un risque aura donc plus de facilité à proposer une mesure de prévention ou de protection qui est adaptée à son activité. On pense souvent que penser collectivement peut faire perdre du temps à l'organisation. Pour autant, la confrontation des regards, en fait, déclenche une solution nouvelle à laquelle individuellement chacun n'aurait pas forcément pensé. Enfin, il convient donc de définir les modalités de management de la prévention, s'engager sur les bonnes pratiques et communiquer avec transparence pour susciter l'adhésion de tous. En résumé, eh bien, c'est dire ce qu'on veut faire ce qu'on a dit et dire ce qu'on a fait pour garantir transparence et dialogue social. Alors, l'intérêt de la ritualisation, c'est bien d'ancrer par la répétition la culture sécurité chez les salariés. Heu, on voit bien que les risques sont présents dans notre quotidien, aussi bien professionnel que personnel, et que nous devons tout le temps, nous remettre en question en termes de pratique et d'efficacité. Pour cela, on peut s'appuyer sur la logique d'amélioration continue qui est matérialisée par le PDCA, par exemple, où, la partie planifiée en bleu, peut s'appuyer effectivement sur la définition d'une politique d'entreprise qui tient compte, à la fois de la maturité de l'entreprise et du secteur d'activité dans lequel elle évolue. Il s'agit aussi d'aller au-delà de la simple exigence, réglementaire, mais aussi peut-être d'enrichir l'évaluation des risques en intégrant, de la veille, un processus de veille en santé-sécurité par exemple, ou, quelque chose qui pourrait être alimenté par les remontées de situations dangereuses des collaborateurs. L'identification aussi et la mise en place de ressources humaines, matérielles et organisationnelles qui seraient axées autour d'un plan de formation par exemple. Le déploiement, en jaune ou en orange selon comment votre écran est réglé, heu, réaliser des programmes de formation et d'accueil, utiliser des outils méthodologiques qui sont adaptés, instaurer un dialogue social, constructif avec vos IRP, communiquer et surtout, anticiper, documenter, préparer les situations d'urgence pour être prêt à y faire face le cas échéant. Alors, sur le pavé contrôle, comment cela va-t-il se traduire? C'est en fait de contrôler et d'évaluer les résultats obtenus afin derrière de pouvoir proposer des actions correctives. C'est donc de vérifier l'efficacité de la mise en œuvre et la réactualisation de votre document unique dès qu'un risque a été nouvellement découvert ou une dérive constatée, un accident du travail ou encore une maladie pro. Mais également, ça va se traduire par la mise en place d'audits pour programmer derrière des actions correctives. Donc, vous pouvez aussi vous appuyer sur votre tableau de bord de pilotage de vos indicateurs en mettant en place des indicateurs plus riches, comme le nombre de fiches d'anomalies résolues, l'état d'avancement des actions correctives, le respect des délais, le nombre d'audits réalisés ou encore le temps de formation dédié à la santé et sécurité au travail. Donc, la mise en place d'une démarche de prévention vous permettra de répondre aux besoins et aux enjeux suivants. Dans un premier temps, c'est bien évidemment de prévenir les risques en matière de santé et sécurité et ainsi mieux répondre aux attentes de vos salariés, mais également aux exigences réglementaires. Dans un second temps, c'est d'anticiper les changements et d'augmenter la réactivité de votre entreprise dans le cadre d'une démarche continue de progrès. Et enfin, c'est d'assurer bien évidemment une cohérence globale avec les autres démarches de l'entreprise, donc sur les pans économiques, environnemental, social, éthique et juridique. Donc voilà, nous arrivons à la fin, de notre petite intervention et du coup, déjà dans un premier temps, merci pour votre attention. Il est maintenant
temps pour nous, de balayer un petit peu les différentes questions qui ont pu nous être adressées, et d'essayer d'y répondre. Ça vous laisse encore le temps pour ceux qui ont pas eu le temps de les poser, de pouvoir les saisir, dans l'onglet chat participant qui va se retrouver sur la partie droite de votre écran. Alors, du coup, la première des questions, Anne. Est-ce que 4 m², c'est pour toutes les activités? Oui, 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 c'est pour pour tout secteur, secteur d'activité. Bah, c'est d'autant plus vrai, je dirais, dans le tertiaire, où on est dans des locaux qui sont plus restreints, mais le protocole sanitaire met bien, en exergue que c'est, 4 m² par salarié. Et si bah, ce respect des 4 m² n'est pas possible, il faut vraiment, avoir le masque, et renforcer, bah, la désinfection systématique des mains et du matériel partagé. OK, merci. Alors, Raphaël, en tant qu'employeur, est-ce que je peux exiger un test PCR ou antigénique négatif pour permettre à un salarié de pénétrer sur mon site? Alors, question d'actualité. Hem, la réponse, elle va se porter peut-être plus sur le protocole sanitaire en vigueur aujourd'hui où effectivement, on commence à associer les employeurs aux campagnes de testing et de dépistage. Néanmoins, il est quand même précisé dans le protocole, que les tests PCR, ne peuvent être à l'origine de l'employeur. Ils sont juste, encadrés dans une démarche globale qui est pilotée par les autorités sanitaires. Par contre, un employeur peut tout à fait proposer, à partir du moment où il le prend en charge à 100 une campagne de test en collectif à l'ensemble de ses collaborateurs, mais sans, obliger ses collaborateurs à y participer. Un autre point qui serait derrière en termes de résultats, Ah, les aléas du direct. Donc je ne sais. Du coup, par rapport à la question, donc je vais clôturer effectivement la réponse de Raphaël. Sur le fait qu'effectivement, le test est valable uniquement bah, le jour de sa réalisation, et l'employeur ne peut donc pas exiger au quotidien, pour permettre l'accès dans son entreprise, d'exiger un test PCR tous les jours. Et comme le disait Raphaël, on est aussi bah, lié à la protection des données et à la RGPD. merci Anne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un ange qui est passé et j'étais obligé de me reconnecter, excusez-moi. Où trouver la liste des 9 principes de prévention, Anne? Alors, cette liste, vous la trouvez bah, tout simplement en tapant dans votre moteur de recherche sur Internet. Et c'est effectivement sous couvert du Code du travail. Et vous le retrouverez également sur bah, le support sur lequel on s'est appuyé aujourd'hui. Alors, du coup, Raphaël, on a une question par rapport à une entreprise qui se sent relativement démunie dans l'animation du sujet au quotidien. Est-ce que on est en capacité de les accompagner sur le sujet? D'accord, oui, 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 bah, tout à fait. Déjà, ça fait partie entre guillemets de notre métier, dans le cadre stricto sensu de l'intérim. Maintenant, en élargissant un peu le scope, effectivement, notre équipe prévention,
a un avantage, c'est qu'elle travaille sur, tous les secteurs d'activité et donc elle peut être en capacité de vous accompagner au plus près du terrain sur des solutions qui vont être opérationnelles. Donc, si vous le souhaitez, un préventeur adéquat peut revenir vers vous assez rapidement pour expliciter le besoin que vous auriez et du coup, personnaliser une proposition d'accompagnement sur devis, un peu à la carte. Donc, tout à fait, oui, on peut le faire. J'ai engagé des actions sécurité. Qu'est-ce qui fait la différence pour obtenir un effet dans le temps? Alors, bah, on l'a pas mal évoqué, hein, effectivement, ce sujet, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est bah, l'exemplarité, l'engagement et la ritualisation des actions que vous allez mener dans le cadre de votre démarche de prévention. Alors, j'ai assez régulièrement des cas contacts. Par précaution et selon le poste, je demande souvent au salarié de rester chez lui. Quel est le cadre juridique de son temps de travail habituel? Alors, c'est une très bonne question. D'un point de vue global, déjà, peut-être qu'il faut se reposer la question, c'est aux yeux des autorités sanitaires, un cas contact n'est pas considéré comme un cas contact. Donc, de ce côté-là, on peut, on certes, on va tous prendre des précautions et on a l'habitude de travailler dans ce sens-là, mais, entre guillemets, le principe de précaution, n'est pas obligatoirement applicable à ce niveau-là. D'un point de vue juridique sur le temps de travail, à partir du moment où on demande à quelqu'un de rentrer chez lui. S'il est cas contact aujourd'hui, il a la possibilité d'obtenir un arrêt de travail sur le site amélie.fr à partir du moment où il est cas contact. Maintenant, si on va au-delà, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le suggérez, on est un cas contact, 2 cas contact. Dans ces cas-là, bah, c'est à la libre appréciation de l'employeur. Est-ce que par précaution, il accepte de laisser son employé à la maison? Auquel cas, bah, c'est une journée travaillée, payée, mais on va dire, mise entre parenthèses, mais pas de cadre juridique particulier. Sinon après, bah, c'est, de demander à la personne d'aller voir son médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail et justifier de cet arrêt de travail-là. Sinon, au-delà de ça, peut-être que le chaînon qui peut être, utilisé, c'est de valoriser au maximum le télétravail. Si la personne est en capacité de télétravailler ne serait-ce qu'une partie sur la journée ou de réaliser des tâches, à distance, de pouvoir valoriser cette journée de travail-là comme du travail à distance à travers de la production, de l'envoi de documents par mail ou de protocoles particuliers. Alors, comment Adecco, Anne, peut nous accompagner sur l'intégration et la sécurité de nos intérimaires? Alors comme tu l'évoquais, Raphaël, on a déjà eu une question de ce type-là, hein, donc bah, à l'issue de nos échanges, vous pouvez effectivement nous recontacter par mail et on vous pourra, effectivement vous adresser un diagnostic afin de mesurer quels sont vos besoins et on vous proposera vraiment des solutions sur mesure pour l'intégration des collaborateurs intérimaires ou des nouveaux entrants. Alors, je mets en place le document unique d'évaluation des risques de mon entreprise. Avez-vous des conseils pour cette mise en place? Un document type sur lequel je puisse m'appuyer, Raphaël? Alors, oui, 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 nous on a des éléments en interne. Maintenant, j'aurais presque envie de vous dire que, dans la logique du document unique, heu, je vais faire un parallèle un petit peu à l'international entre ce qu'on peut constater en France et ce que, par exemple, on peut constater chez nos voisins en Espagne. Le document unique aujourd'hui en France dans beaucoup d'entreprises, il est considéré comme, un socle et donc du coup, la forme est très, très importante aux yeux de tout le monde. Moi, j'aurais plus tendance à vous dire que ce qui compte, c'est la démarche que vous mettez en place derrière, plus que le document en lui-même. C'est-à-dire que, est-ce que quand vous le mettez en place, vous mettez bien en place justement les échanges et les dialogues qui vont être nécessaires à la détection des risques dans les activités de travail des collaborateurs? Le fait de réfléchir à plusieurs et le fait du coup derrière d'évaluer, cette exposition au risque
de façon un petit peu plus objective quand on est plusieurs autour de la table que quand on est tout seul. Ça, c'est peut-être la première des remarques. Je faisais le parallèle avec l'Espagne parce que, par exemple, en Espagne, on se rend compte que les documents uniques sont souvent moins jolis, visuellement que ceux qu'on peut retrouver en France. Mais par contre, on voit bien que, le contenu, est souvent plus opérationnel et bien plus centré sur l'activité de travail. Donc j'aurais presque tendance à vous dire que peu importe le document, on restera de toute façon sur des principes très systématiques d'évaluation, de cotation avec, exposition, probabilité, gravité, donc l le document en soi changera pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la démarche que vous mettez en place et surtout ce qui compte, c'est d'assurer la traçabilité de tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rédigé votre document unique en V1 sur la première année, vous archivez ce document-là et quand vous faites des mises à jour, soit au fur et à mesure dans l'année par rapport à des accidents qui ont eu lieu, des événements particuliers, bon, je vous passe la crise covid, hein, mais sur d'autres thématiques ou alors, quand vous le mettez à jour l'année qui suit, de bien penser en fait à ne pas écraser le document, mais en créer une V2, ou une V 2021, V 2022, de façon à conserver la traçabilité pour être capable le jour d'un contrôle, par les institutionnels que peuvent être, la CARSAT ou, l'inspection du travail, être en capacité de montrer que ce document a évolué au fur et à mesure que votre entreprise a évolué aussi. Donc plus la démarche que le document en soi. Maintenant, si réellement il y a un sujet sur le document et sur la trame, idem, envoyez-nous un mail là sur l'adresse mail qui est en dessous et on pourra vous proposer quelque chose, pour vous accompagner. Alors à quoi on n'a pas répondu? Anne, que faire si un salarié ne veut pas porter le masque? Alors, le masque, au même titre que des chaussures de sécurité ou un gilet haute visibilité, fait partie, des équipements de protection individuelle et à compter du moment où, vous avez prévu, le port le port du masque, sur le poste de travail, le collaborateur, enfin le salarié peut être, effectivement, dans le cadre d'une procédure disciplinaire parce que le port du masque, est obligatoire, hein, aussi bien aujourd'hui je dirais dans la vie de tous les jours quand on va faire nos courses ou qu'on se promène dans la rue, comme dans le cadre du travail. Donc ça peut, effectivement passer par, une sanction et le collaborateur peut être, ça peut être considéré comme une faute grave et il peut avoir une mise à pied. Non et c'est vrai que c'est un vrai sujet. On avait eu beaucoup de questions, nous, de ce côté-là, lors du premier et du deuxième confinement. Heu, Eu égard justement à la responsabilité de l'employeur, jusqu'où ma responsabilité d'employeur, m'amène dans le cadre où, on fait porter des EPI où le salarié ne porte pas ses EPI. Donc là, pour le masque, comme l'a dit Anne, effectivement, le meilleur rempart contre ça, ça reste de montrer à minima une fois effectivement que l'on peut aller jusqu'à la sanction, même si, tout ne doit pas fonctionner, que sur le modèle de la sanction, bien entendu. Il me semble qu'on l'avait dit un petit peu auparavant, plus on arrive à donner du sens à l'action de prévention ou à la démarche, plus ce sera facile, pour l'ensemble des collaborateurs d'en assimiler, le la «pertinence» entre guillemets et la bonne application. Donc travailler tous ensemble, c'est peut-être plus facile effectivement, mais si jamais le cas se présente effectivement, f on peut aller jusqu'à la sanction et ça peut même, ouvrir le droit à des licenciements pour faute grave donc on peut. Alors, j'ai une autre question. Bonjour. Par quels moyens nous devons mettre en place le port du masque ou autre de façon obligatoire? Note de service. Alors, une DU, je ne sais pas si une DU c'est un terme interne, mais peut-être en tout cas une note de service. Via la fiche de poste ou, effectivement dans le document unique, dans sa mise à jour liée, à la prise en compte, voilà, de la Covid-19. Dans les moyens de prévention, c'est, port du masque, obligatoire sur le poste de travail. Là, pour cela, vous pouvez aussi vous appuyer sur les communications qui sont largement relayées d'un point de vue visuel et argumentaire aussi par le site Santé publique France.
voire même après sur le ministère de la santé et des solidarités où du coup vous avez tout un tas d'affiches à imprimer, qui sont raccords, avec la thématique et qui vous donneront peut-être un peu plus de poids si jamais la question elle est relative aussi, à la légitimité d'un employeur à faire passer ce type de mesures sur le lieu de travail. Donc n'hésitez pas à récupérer des affiches ou des visuels, institutionnels. Maintenant, j'aurais presque tendance à vous dire que c'est tellement généralisé, partout, comme le disait Anne sur la question d'avant, par rapport au port du masque, qu'aujourd'hui, mis à part des conflits sociaux avec, des élus, heu, on rencontre très, très peu, de problématiques liées au fait qu'il y ait une absence de note de service ou que le port du masque ne soit pas mentionné dans le règlement intérieur de l'entreprise, par exemple. Donc je C'est ferai quand même un parallèle avec la question d'avant. c'est un devoir civique, hein. Comme on l'a dit, c'est se protéger soi-même, mais c'est également protéger les autres. Du coup, la précision, décision unilatérale. Merci beaucoup, pour la précision. Donc, quoi qu'il en soit, c'est raccord avec le protocole national, de en vigueur sur les postes de travail. C'est valable, aujourd'hui par rapport à toutes les préconisations sanitaires en vigueur, au global. Donc, j'ai presque envie de dire qu'il y a pas de sujet, quoi. Enfin, il faut pas s'en faire un sujet, en tout cas. Mmh mh. OK, je rebalaye Anne, mais j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions qui nous ont été posées pour l'instant. Hem On peut peut-être se laisser une marge de manœuvre si quelqu'un en pose en faisant une petite conclusion. Hem, L'idée qu'on avait au travers de ce webinaire, ça reste quand même, et de enfin ça sert deux vecteurs importants. Le premier, c'est de se rappeler que, risque sanitaire, OK, mais il y a les risques professionnels en parallèle et que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre malheureusement. Et le deuxième point, c'est aussi de rappeler et peut-être même d'être là à vos côtés pour vous dire que, bah, la santé et la sécurité au travail, ça reste, une démarche d'avenir, dans le cadre d'une entreprise et que si on se place uniquement sur le côté pécunier de l'accident du travail et l'impact financier que ça peut avoir, bah, effectivement, on risque aussi de se mettre en danger. Donc si on arrive à économiser ne serait-ce qu'un accident du travail par an, c'est quasiment un billet de 10 000 qu'on arrive à mettre de côté et qu'à l'échelle d'une entreprise, bah, selon l'accidentologie qu'on est capable de rencontrer, bah, cet état et cette économie, d'argent, elle peut être aussi, totalement pérenne en termes de maintien de l'activité ou de maintien d'ouverture, d'une structure, tout simplement. Eh bien, écoute Raphaël, je pense que tu as balayé, l'ensemble, du but de cette table ronde, aujourd'hui. C'était, voilà, vraiment de raccrocher les wagons, sur, une démarche, globale de prévention sécurité, avec, dans l'esprit, voilà, d'avoir vraiment une équipe aussi pluridisciplinaire, s'entourer, des ressources internes et externes pour faire avancer vos actions et préserver, l'intégrité physique et mentale, de vos salariés. En tout cas, on vous remercie infiniment pour votre participation. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez l'adresse mail qui est en dessous et en même temps, bah, ça vous sera envoyé, dans le cadre du dispatch après du document et du replay. Et puis on vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.